Il y a un étrange paradoxe dans notre monde. On glorifie les penseurs libres, les génies, les visionnaires. On les cite, on les admire, parfois même on les vénère, mais presque toujours après leur mort. Mais ce que l'on oublie, c'est que ceux qui pensent différemment payent souvent un prix terrible. Un prix que peu sont prêts à assumer. La solitude, le rejet, l'incompréhension. Penser autrement, ce n'est pas juste être original. C'est souvent être seul contre tous. Friedrich Nietzsche en est l'incarnation parfaite. Philosophe de la rupture, du surhomme, de la volonté de puissance. Mais aussi homme brisé, isolé, incompris. Nietzsche n'était pas simplement un penseur en avance sur son temps. Il était un homme de l'abîme, un regard lucide sur la décadence de la modernité. Son histoire, c'est celle de tous ceux qui voient au-delà du voile, de ceux qui refusent les dogmes, les conventions, les vérités faciles. Mais cette clairvoyance a un prix. Et ce prix, c'est souvent l'isolement. Dans cette vidéo, on va plonger dans cette réalité brutale. Pourquoi penser différemment est une forme de pouvoir, mais un pouvoir qui détruit autant qu'il libère. Car il ne suffit pas de voir ce que les autres ne voient pas. Encore faut-il supporter la douleur d'être seul à le voir. Penser autrement ne commence pas avec de grandes théories. Cela commence par un doute silencieux. Un regard qui se pose là où personne ne regarde. Une sensation étrange que ce que tout le monde croit n'est peut-être pas vrai. Et c'est là que naît l'esprit libre. Celui qui voit ce que les autres ignorent, ou refusent de voir. Nietzsche a osé voir. Il a osé regarder la morale en face, sans filtre, sans justification divine. Il a osé dire que le bien et le mal ne sont pas absolus, que les religions ne sont pas vérité, mais inventions humaines pour contrôler les masses. Il a osé affirmer que derrière les valeurs de compassion et d'humilité se cache la faiblesse déguisée en vertu. Il ne restait plus rien de sacré à ses yeux. Et cette lucidité, cette capacité à remettre tout en question, faisait de lui un danger vivant pour l'ordre établi. Mais cette lucidité a un prix. Car plus on voit la vérité nue, plus on se rend compte que le monde repose sur des mensonges partagés. Penser par soi-même, c'est comme se débrancher de la matrice. On sort du confort, de la chaleur du troupeau. Et on entre dans un désert glacé, celui de la liberté, où il n'y a plus d'autorité à suivre, plus de règles préécrites, rien que le vide et sa propre conscience. Et ce désert, beaucoup ne veulent même pas le regarder. Alors, quand quelqu'un ose y marcher seul, on le traite de fou, de dangereux, d'arrogant. Mais au fond, ce qu'ils craignent, c'est de devoir ouvrir les yeux à leur tour. Il y a quelque chose de tragique, presque ironique, dans le sort réservé aux esprits brillants. Le génie dérange, le génie fait peur, le génie est souvent seul. L'histoire est remplie de penseurs rejetés, méprisés, réduits au silence. Mais peu d'exemples sont aussi frappants que celui de Friedrich Nietzsche. De son vivant, on le prenait pour un fou. Ses livres se vendaient à peine. Ses idées, trop radicales, trop subversives, étaient ignorées ou moquées. Les intellectuels de son époque le considéraient comme marginal, inapte à la vraie philosophie. Mais après sa mort, tout change. On découvre sa profondeur, sa lucidité, son génie. Et soudain, celui qu'on traitait de délirant devient une icône de la pensée moderne. Et ce paradoxe soulève une vérité dérangeante. Le génie ne brille pas toujours sous les projecteurs. Il éclaire souvent les ténèbres que les autres refusent d'explorer. Celui qui refuse de penser comme le groupe, celui qui remet en cause les vérités partagées, devient une menace. Non pas parce qu'il est violent, mais parce qu'il brise l'illusion du confort intellectuel. Dans une société où le consensus est roi, le penseur indépendant est vu comme un virus. On ne veut pas de ceux qui déstabilisent. On préfère la médiocrité rassurante au génie perturbateur. Et alors que les esprits brillants marchent seuls, la foule les observe avec méfiance, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Jusqu'à ce que leur vision, devenue posthume, soit récupérée, édulcorée et transformée en produit intellectuel sans la douleur qu'elle portait à l'origine. Il y a une chose que l'on ne dit pas à propos de ceux qui pensent différemment. Ce n'est pas eux qui s'éloignent des autres. Ce sont les autres qui ne peuvent plus les suivre. Quand l'esprit prend de la hauteur, quand on commence à voir derrière les masques, à entendre ce que les mots ne disent pas, les conversations ordinaires deviennent insupportables. On ne peut plus parler comme tout le monde. Les banalités, les petits mensonges sociaux, les opinions prémâchées, tout cela sonne faux, creux, vide.
ce n'est pas que l'on méprise les autres, c'est que l'on ne trouve plus sa place dans le langage collectif. On devient un étranger même parmi les siens. Une présence qui dérange parce qu'elle voit trop clair. Et alors vient le silence. Un silence lourd, mais lucide. Car parfois, le silence est plus vrai que les mots. Il ne triche pas, ne détourne pas, ne joue aucun rôle. Nietzsche a vécu ce silence. Isolé, malade, souvent incompris même par ses rares amis. Et pourtant, jamais il n'a cédé au mensonge confortable de la normalité. Il a préféré la solitude douloureuse à la compagnie hypocrite. L'isolement n'est pas une fuite. Ce n'est pas un caprice. C'est une protection, un instinct de survie. Quand le monde entier semble fait de simulacres, se retirer devient une forme de dignité. Et c'est là le drame du penseur. Plus il devient lucide, plus il devient seul. Il existe une souffrance que peu peuvent comprendre. Ce n'est pas la douleur physique, ni même la solitude en elle-même. C'est la douleur d'un esprit qui voit trop clair dans un monde aveugle. Nietzsche n'est pas mort d'une simple maladie, il est mort de lucidité. Lentement, inexorablement, son esprit s'est consumé. Pas à cause de ses idées, mais à cause du poids de ses idées. Pendant que le monde bavardait, jugeait, prêchait des morales faciles, Nietzsche écrivait des vérités que personne ne voulait lire. Il observait la chute de l'humanité dans le nihilisme, l'effondrement des valeurs traditionnelles, la montée d'un vide intérieur que la modernité tente encore de combler aujourd'hui. Mais voir aussi loin, trop tôt, peut briser un homme, et c'est ce qui lui est arrivé. Sa dernière décennie s'est passée dans le silence, l'ombre, la folie, un génie enfermé dans son propre esprit, tandis que le monde, lentement, commençait à peine à lire ce qu'il avait déjà pressenti depuis longtemps. Car le génie paie. Il paie par l'exclusion, par une solitude qu'aucune amitié ne peut combler, et parfois même par la douleur mentale, celle qu'aucun médicament ne peut apaiser. Mais Nietzsche n'a jamais fait marche arrière. Il n'a jamais troqué la lucidité contre le confort. Il a préféré souffrir dans la vérité que vivre dans l'illusion. Et c'est peut-être cela, au fond, le plus grand acte de courage. Accepter la douleur de voir, quand tous les autres préfèrent refermer les yeux. Il y a un point commun entre tous les esprits qui ont marqué l'histoire. Ils ont d'abord été rejetés, moqués, méprisés, censurés, et parfois même persécutés. Socrate a été condamné à mort. Galilée forcé de renier sa vérité. Spinoza excommunié. Et Nietzsche, abandonné, isolé, enfermé dans un silence définitif. Mais ce rejet n'est pas une faiblesse. Il est la preuve ultime qu'ils allaient à contre-courant. Car on ne combat pas un esprit inoffensif. On combat ceux qui dérangent, ceux qui réveillent, ceux qui, sans même lever la voix, font trembler l'ordre établi. Nietzsche ne voulait pas plaire. Il ne cherchait pas à convaincre la foule. Il voulait éveiller, même si cela signifiait être détesté. Il savait que le vrai changement ne vient jamais de la conformité, mais du choc, de la rupture, du feu qu'on allume dans l'ombre. Et ce feu ne brûle que dans la solitude, dans l'acceptation du rejet. Car celui qui accepte d'être seul devient libre. Libre de penser, libre de créer, libre de devenir inoubliable, non parce qu'il a suivi les autres, mais parce qu'il a eu le courage de marcher seul. Alors, si tu ressens ce poids d'être différent, si tu es tenté de te taire pour rester accepté, souviens-toi, les voix qui dérangent aujourd'hui sont les voix que l'on vénère demain. Si vous vous sentez seul, détaché, incompris, ne vous précipitez pas pour combler ce vide à tout prix. Car peut-être que ce vide n'est pas un manque, mais un espace que le monde autour de vous ne peut tout simplement pas remplir. Peut-être que vous pensez trop. Peut-être que vous voyez trop, que vous percevez les fissures derrière les sourires, les mensonges dans les discours bien-pensants, l'artifice dans la normalité. Et oui, cela vous éloigne des autres. Mais cela vous rapproche de vous-même. Car l'isolement, lorsqu'il naît de la lucidité, n'est pas une malédiction. C'est la signature du génie. Nietzsche l'a payé au prix fort. Il a tout perdu, ses amis, sa santé, sa raison. Mais il a gagné l'éternité. Et vous? Êtes-vous prêt à être seul pour rester vrai? Êtes-vous prêt à payer le prix pour penser librement? Car le confort est accessible à tous. Mais la liberté intérieure,
elle, a un prix élevé, mais que seuls les esprits éveillés osent payer. Avez-vous déjà été dans une pièce pleine de gens, au milieu d'une discussion animée, et pourtant vous sentiez que vous n'aviez rien à dire? Vous entendez parler de la météo, de la dernière émission télé ou du nouveau restaurant à la mode. Mais à l'intérieur, c'est le vide, un profond désintérêt, un malaise difficile à expliquer. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de l'anxiété sociale, c'est autre chose, quelque chose de plus profond. Cette sensation étrange, ce sentiment d'être hors de place, au milieu d'échanges que tant de gens semblent apprécier, peut vous faire croire que vous êtes asocial ou même anormal. Mais si, au contraire, ce malaise était un symptôme d'un esprit plus affûté que la moyenne? Et si votre rejet des conversations superficielles était, en réalité, une preuve d'intelligence supérieure? Restez jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez découvrir sur vous-même risque de changer la façon dont vous vous voyez. Certaines personnes ne peuvent tout simplement pas se contenter de la surface des choses. Elles ne veulent pas parler du temps qu'il fait, ni du voisin qui a changé de voiture. Ce n'est pas du snobisme, ni de la timidité. C'est un besoin vital de sens. L'esprit supérieur cherche à aller plus loin. Il a soif de vérité, de logique, de profondeur. Il ne supporte pas les faux semblants, les apparences, les discussions vidées de substance. Les conversations superficielles ne nourrissent pas l'âme. Elles occupent, elles distraient, mais elles n'élèvent pas. Nietzsche disait que les esprits profonds sont rares, car la vérité est une compagne solitaire. Schopenhauer, quant à lui, affirmait que plus une personne est intelligente, plus elle évite les foules et les bavardages. Et Jung parlait de l'appel intérieur, cette force mystérieuse qui pousse certains individus à s'éloigner du bruit social pour chercher l'essentiel. Ce n'est donc pas un hasard si vous ressentez une frustration intérieure face aux conversations banales. Votre esprit ne veut pas remplir le silence, il veut comprendre. Il veut explorer les causes, les mécanismes, les vérités cachées. Et dans un monde obsédé par le superficiel, cela vous rend peut-être rare, et donc précieux. Ceux qui rejettent instinctivement les conversations banales ne sont pas froids. Au contraire, ils sont profondément sensibles. Mais cette sensibilité n'est pas toujours visible à l'œil nu. C'est une forme d'intelligence émotionnelle avancée, presque intuitive. Ces personnes ressentent ce que les autres ne perçoivent pas. Un léger malaise dans la voix, une incohérence dans le sourire, un regard qui fuit la vérité. Elles détectent les faux semblants comme un radar émotionnel qui capte l'artificiel, l'inutile, le creux. Et c'est là que naît l'ennui, cette lassitude qui semble disproportionnée aux yeux des autres. Mais en réalité, ce n'est pas de l'ennui, c'est de la lucidité. Une hyper-lucidité qui permet de voir au-delà des mots. Quand une personne parle pour combler le silence, pour éviter de penser, pour se cacher derrière des banalités, l'esprit sensible et éveillé le sent immédiatement. Il comprend que ce n'est pas une vraie rencontre, mais un simple échange de façade. Et dans ce théâtre social, ceux qui cherchent l'authenticité se retrouvent souvent isolés, non pas parce qu'ils ne savent pas parler, mais parce qu'ils refusent de trahir leur profondeur pour appartenir à une surface. Il y a des silences qui disent plus que 1000 mots, et il y a des êtres qui choisissent le silence, non par faiblesse sociale, mais par exigence intérieure. Beaucoup de personnes profondément intelligentes préfèrent rester seules, plutôt que de s'abandonner à des échanges qui ne mènent nulle part. Elles ne fuient pas la conversation, elles fuient la vacuité. Dans une société où l'on valorise la parole facile, le bavardage constant, le fait de se taire est vite interprété comme de la froideur, ou même du mépris. Mais en réalité, ces personnes protègent leur énergie mentale comme on protège un feu fragile du vent. Elles savent que chaque mot échangé est un investissement, un lien d'attention. Et elles refusent de dilapider cette richesse pour des discours sans âme. Nietzsche l'avait parfaitement résumé. Parler beaucoup est une chose que seuls les esprits superficiels font. Ce n'est donc pas que ces personnes ne veulent pas parler, c'est qu'elles veulent parler vrai. Échanger avec sincérité, explorer les grandes idées, toucher à l'essentiel. Et lorsqu'aucun espace ne permet cela, elles choisissent la solitude, non comme une fuite, mais comme une forme de fidélité à leur profondeur. Si vous avez souvent l'impression que personne ne vous comprend vraiment, ou que les gens autour de vous sont inintéressants,
Vous vous êtes peut-être déjà demandé si le problème venait de vous, mais ce n'est pas une question d'élitisme. Et ce n'est pas que les autres sont stupides, c'est simplement que vous percevez autrement. Votre esprit cherche l'authenticité, pas les masques. Il cherche la vérité, pas les jeux sociaux, les sous-entendus ou les rôles qu'on joue pour être accepté. Dans un monde où l'on valorise l'image plutôt que l'essence, il est logique que ceux qui pensent profondément aient du mal à se sentir connectés. Vous cherchez des conversations qui vous stimulent, des regards qui ne fuient pas, des échanges où l'on peut dire « je te vois vraiment ». Mais cela c'est rare, très rare, car la plupart des gens ne veulent pas être vus en profondeur. Ils veulent être validés, appréciés, confortés, mais pas révélés. Alors, vous vous retrouvez souvent en marge. Pas parce que vous êtes incapable d'entrer dans le jeu, mais parce que vous refusez de tricher avec vous-même. Et cette exigence, cette quête de l'authentique, est la marque de ceux qui vivent avec intensité, conscience et lucidité. Ce que vous voyez comme un isolement est peut-être en réalité un filtre naturel, un mécanisme silencieux qui vous protège, vous oriente et vous pousse à vous élever. Votre rejet instinctif des banalités n'est pas une faiblesse sociale. C'est un appel à la création, un besoin d'intériorité, une invitation à penser autrement, à aller plus loin. Là où d'autres trouvent leur énergie dans les foules, vous la trouvez dans le calme, la réflexion, la profondeur. Et ce n'est pas un défaut à corriger, c'est une force à cultiver. Plutôt que de lutter contre cette différence, embrassez-la. Faites-en votre moteur. Écrivez, créez, apprenez, explorez. Utilisez ce besoin de sens pour bâtir quelque chose de plus grand que vous. Les plus grands esprits de l'histoire ont toujours été en décalage avec leur époque. Ils étaient souvent incompris, seuls, voire rejetés. Mais c'est précisément grâce à cette solitude qu'ils ont pu entendre ce que les autres n'écoutaient pas, voir ce que les autres ne voyaient pas, et offrir au monde une perspective nouvelle. Alors la prochaine fois que vous vous sentirez hors de place, dans une discussion vide de sens, rappelez-vous ceci. Ce n'est pas vous qui êtes déconnecté du monde, c'est le monde qui n'est pas encore connecté à votre profondeur. Ce que vous ressentez, ce décalage, ce malaise face aux conversations superficielles, n'est pas un bug dans votre personnalité. C'est une preuve de rareté. Vous êtes parmi ces esprits singuliers qui voient le monde autrement, qui cherchent le sens quand les autres se contentent de l'éphémère. Alors, au lieu de combattre ce rejet du banal, accueillez-le comme une force. Il est votre boussole intérieure, votre guide vers la vérité et la profondeur. Le monde n'a pas besoin que de bavards. Il a surtout besoin de penseurs silencieux, de ceux qui observent, réfléchissent et construisent en silence. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que vous êtes de ceux qui comprennent. Et c'est justement cette compréhension qui fait toute la différence. Continuez d'explorer, de questionner et surtout de rester fidèle à vous-même.